fait, vous allez tous monter dans l'ordre en même temps, puis je vais vous présenter. C'est un soir de pluie, on se quitte. Le moment des larmes va bientôt venir. Cet instant, je le sais, il faut que je l'évite. C'est difficile de se retenir. Je ferai semblant de sourire. Je te parlerai sans te regarder. Je vais inventer des choses à te dire. Lorsque nos mains vont se séparer. Oh, oh, oh. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri, mais tu ne l'entendras pas. Qui peut voir des pleurs dans la pluie? Voilà, c'est l'heure, je ne te vois plus. C'est un brouillard. Bonjour tout le monde. Nous avons le plaisir de vous accompagner pendant votre période digestive cet après-midi. Donc, mon nom est Marc Pinault, je suis directeur qualité, performance et solutions cliniques chez Plaquette Services Cliniques. Et j'ai le plaisir cet après-midi d'animer le panel sur l'hospitalisation à domicile. Alors, j'inviterai nos panélistes à venir au devant, sur la scène, pendant que je m'assois, parce que ce sont de très grands panélistes. En fait, ils sont tous plus grands que moi. Donc, venez tous, s'il vous plaît, je vais vous présenter. Donc, nous avons d'abord M. Michel Calmont, qui est membre du CA de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile et également a été DG de la Fondation Santé Services en France. Deuxièmement, nous avons Dr Benoît Cardos, médecin spécialiste et gestionnaire de projet au CHU de Liège. Erin Cook, directrice adjointe qualité, performance, éthique, transformation et innovation, ainsi que Dr Lawrence Rudsky, cardiologue et responsable de l'hospitalisation à domicile et télémédecine. Les deux sont du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Et finalement, nous avons Yveline Delma, coordonnatrice de la réadaptation et soins à domicile au CIUS de l'Est de l'île. Donc, à tour de rôle, chacun va présenter les réalisations qu'ils ont faites en lien avec l'hospitalisation à domicile chez eux. Donc, nous avons deux panélistes d'Europe avec des expériences européennes, ainsi que deux expériences du Québec. Donc, nous allons vous entretenir de ça pendant la prochaine heure. Alors, bienvenue à tous. Si vous voulez vous approcher, même si on a les gros spots dans le visage, on sent que vous êtes un peu loin. Nous allons conclure les 15 dernières minutes avec une période de questions et d'échanges avec vous. Donc, vous avez des micros dans l'allée, dans chacune des allées au centre. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Calmont. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. À vrai dire, je ne me sens pas du tout dépaysé à Montréal. Le congrès, le colloque Première ligne en santé aurait très bien pu avoir lieu à Paris.
et on aurait évoqué exactement les mêmes problématiques. Le système de santé français connaît les mêmes difficultés, c'est-à-dire 10% de la population française qui n'a pas de médecin traitant, une pénurie de personnel, difficulté à recruter des infirmières, des médecins, système qui est assez hospitalo-centré, déficit de prévention, d'éducation pour la santé. Donc vous voyez, on se retrouve assez dans le diagnostic. Et comme on dit parfois en France, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc on peut se consoler ensemble, puisqu'on voit qu'on a à peu près les mêmes problématiques. Et donc ce que je vais évoquer aujourd'hui, effectivement, c'est l'expérience d'hospitalisation à domicile en France. Et j'ai vu qu'effectivement, ça apparaît comme une des priorités, telles que Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux l'a évoqué à l'instant. Alors l'hospitalisation à domicile en France, c'est une longue histoire, puisque les premières structures d'hospitalisation à domicile datent de la fin des années 50. Donc l'idée, c'était à la fois de désengorger les hôpitaux, réduire les durées moyennes de séjour hospitalières, mais aussi, dans la mesure du possible, deuxième modalité, éviter des hospitalisations inutiles, non pertinentes dans des hôpitaux classiques. Le périmètre de l'hospitalisation à domicile est un périmètre qui est très étendu, qui va concerner, donc la définition est importante, des soins complexes hospitaliers avec une fréquence importante des passages. C'est-à-dire l'hospitalisation à domicile, en fait, prend en charge des patients qui, s'ils n'étaient pas pris en charge en HAD, resteraient à l'hôpital. Ça ne concerne pas des soins à domicile simples qui sont assurés par le réseau, notamment des infirmières libérales en France. Alors, la notion de domicile est une notion au sens large, donc c'est l'habitation des gens, mais ça concerne également les établissements d'hébergement pour personnes âgées et les établissements également qui accueillent des personnes handicapées, puisque pour ces personnes, ces établissements deviennent leur domicile. Donc, nous intervenons sur l'ensemble de ce spectre de domicile. L'HAD concerne tous les âges de la vie, donc ça commence effectivement à la naissance, puisqu'il y a une prise en charge d'enfants, notamment d'enfants de moins de 3 ans en soins de néonatologie, et ça va jusqu'à la fin de vie, puisque l'hospitalisation à domicile assure également des prises en charge en soins palliatifs à la fin de la vie des personnes. Alors, les modes de prise en charge sont très diversifiés. Donc, je vous ai parlé de l'enfance, de la pédiatrie. Ça concerne à la fois des patients, je dirais, pour des infections, pour des maladies de courte durée, mais ça concerne également, et de plus en plus, des patients atteints de maladies chroniques. Le premier mode de prise en charge est la prise en charge de ce qu'on appelle les pansements complexes avec des traitements à pression négative, ce qu'on appelle la vague-thérapie, qui concerne à peu près le tiers de l'activité d'hospitalisation à domicile en France. Le deuxième mode de prise en charge, ce sont les soins palliatifs, avec de plus en plus de familles et de patients qui souhaitent finir leur jour à domicile. Mais ça peut concerner également tout ce qui est post-chirurgie, traitement de la douleur, rééducation orthopédique, rééducation neurologique, notamment rééducation post-AVC. Ça concerne l'obstétrique avec la prise en charge en antépartum et en postpartum pathologique. Ça concerne également la chimiothérapie à domicile. Donc ça, c'est un mode de prise en charge qui se développe de manière très importante et qui est très profitable pour les patients. Ça leur permet d'éviter, lorsqu'ils ont des cures 3 fois par semaine, d'aller à l'hôpital de jour hospitalier et qu'une infirmière vienne à domicile assurer ces chimiothérapies à domicile, sachant que des pharmacies produisent les cytotoxiques qui sont ensuite adressés au domicile des patients. Donc vous voyez qu'il y a des modes de prise en charge qui sont vraiment très diversifiés et qui touchent toutes les catégories de la population. Autre élément important, ce n'était pas le cas à la fin des années 50, mais c'est désormais le cas aujourd'hui, la couverture géographique nationale. C'est-à-dire qu'il existe 300 structures d'hospitalisation à domicile en France. Donc il y a des structures publiques, qui sont des départements hospitaliers. Il y a des structures autonomes, soit à but lucratif, soit de nature commerciale. Et ces 300
structures d'hospitalisation à domicile sont implantées sur tout le territoire national, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Le cadre législatif et réglementaire a été fixé, garant de la qualité. C'est un cadre législatif qui n'est pas intervenu au moment de la création des structures d'HAD à la fin des années 50, mais en 1991, avec une loi qui a encouragé le développement alternatives à l'hospitalisation. Et le cadre a été fixé avec un régime d'autorisation. C'est-à-dire que ces structures d'hospitalisation à domicile sont des établissements de santé qui sont autorisés par les agences régionales de santé sur un territoire déterminé, une autorisation qui est de 7 ans renouvelable, avec des conditions de fonctionnement qui sont fixées par voie réglementaire, qui prévoient une équipe pluridisciplinaire avec médecins, infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, psychologues, et puis les différentes spécialités en fonction du mode de prise en charge. Elle prévoit également un principe de continuité des soins avec un système d'astreinte médicale, pharmaceutique, une équipe de nuit, soit en astreinte, soit en présentiel selon la taille des HAD. Ces structures donc, sont des établissements de santé, donc au même titre que des hôpitaux classiques. Elles sont considérées par le ministère de la Santé comme des établissements de santé et donc certifiées par la Haute Autorité de Santé qui vérifie le niveau de qualité et de sécurité des soins, sachant qu'effectivement, il doit être identique à celui que le patient peut trouver dans un hôpital classique. Enfin, ce que l'on peut dire, c'est que ce mode d'alternative à l'hospitalisation, et le terme a été employé par le ministre de la Santé tout à l'heure, est fortement encouragé par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont fixé une feuille de route nationale, qui est une feuille de route avec des objectifs à 5 ans visant à développer l'activité d'hospitalisation à domicile, sachant qu'elle progresse depuis plusieurs années d'environ 7 à 8% par an. Bon, elle demeure quand même limitée par rapport à l'activité de l'hospitalisation classique, mais on sent un net virage ambulatoire en faveur de l'hospitalisation à domicile. Donc cette feuille de route nationale définit des objectifs stratégiques, il y en a 7, je ne vais pas vous les détailler, assortis d'un plan d'action et d'indicateurs de résultats. La deuxième modalité d'encouragement est un mode de financement incitatif, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, généralement, prévoient une évolution des tarifs en hospitalisation à domicile qui vont être supérieurs à l'évolution des tarifs en hospitalisation classique. Et on comprend aisément, effectivement, qu'un des avantages majeurs de l'hospitalisation à domicile est d'être beaucoup moins coûteuse qu'une hospitalisation classique. En France, le tarif moyen est de 200 € par jour. C'est un tarif qui comprend absolument tout, hein, la rémunération des médecins, des infirmières, les produits pharmaceutiques, le matériel qui est mis à disposition des patients, lié hauteur variable, etc. Absolument tout, versus un tarif d'hospitalisation dans un hôpital classique qui est de 2 000 € par jour. Vous voyez, en rapport de 1 à 10. Si on compare avec un tarif d'hôpital de jour, hospitalier, par exemple en chimiothérapie, là on est plus sur un niveau de 7 à 800 €. Mais quand même, entre 7 et 800 € et 200 € par jour, on voit bien que l'hospitalisation à domicile est beaucoup moins coûteuse. Donc, pour conclure, c'est vraiment un mode de prise en charge qui est développé depuis plus de 65 ans maintenant en France, et on sent qu'il est en train de passer un cap avec une volonté effectivement de désengorger les hôpitaux, une utilisation qui a été boostée pendant la période Covid, ça a été le cas également chez vous, et qui correspond vraiment à une attente des patients. Dans les sondages qui ont été réalisés, les patients plébiscitent ce mode de prise en charge parce qu'ils sont dans leur cadre familial habituel, entourés par les aidants. Je reviendrai dans la deuxième partie sur le rôle des aidants qui est fondamental. Et donc, moi, je me réjouis effectivement du discours de Monsieur le ministre tout à l'heure, qui semble vouloir tout à fait encourager au Canada et au Québec en particulier ce mode d'alternative à l'hospitalisation. J'aurais une question avant de passer la parole à Dr Cardos. L'étendue des établissements, ça couvre quel territoire? Ça couvre, il y en a combien en France, juste pour bien comprendre la portée de chaque établissement? Je trouve ça intéressant que ce soit des établissements indépendants de l'hôpital. Oui.
On reviendra peut-être plus tard pour certains enjeux que je vois déjà Oui. poindre Oui. dans cet aspect-là. Mais c'est quoi l'étendue? Ça couvre quelle population? Combien de populations? Combien de territoires géographiques? Alors, c'est variable selon les structures d'hospitalisation à domicile. Certaines ont une autorisation régionale. C'est le cas de la Fondation Santé Service, qui est la principale structure d'hospitalisation à domicile en France, qui prend en charge plus de 2000 patients par jour. Vous voyez, ça fait un gros hôpital quand même. 2000 patients par jour sur l'ensemble de la région Île-de-France, donc c'est 12 millions d'habitants. Mais la plupart des structures d'hospitalisation à domicile n'ont pas une couverture régionale, mais plus locale. Elles vont couvrir de l'ordre de 50 à 100 000 habitants. Et ce sont des structures plus petites, plus modestes en taille, de 40-50 patients par jour, et avec effectivement plusieurs modèles. Soit c'est un département hospitalier, c'est généralement le cas dans les hôpitaux publics, soit ce sont des structures indépendantes, ce qui est le cas de la Fondation Santé Services, structures indépendantes qui nouent des partenariats avec les hôpitaux, les cliniques commerciales, les cliniques à but non lucratif, pour développer l'hospitalisation à domicile. Et les deux modèles sont tout à fait envisageables. Parfait, merci. Docteur Cardos, c'est à vous. Merci. Voyageons en Belgique maintenant. Oui, je me lève aussi pour pouvoir voir correctement le répétiteur. Donc, bonjour à tous. Et d'abord, je voulais remercier Isabelle et ses équipes de m'avoir permis d'être là avec vous aujourd'hui. Ensuite, je vous demanderai d'être indulgent avec moi puisque je vais vous parler de l'expérience d'un tout petit pays et j'ai pu m'imprégner depuis environ un jour avec vous de vos problématiques. Et comme l'a dit Michel, nous avons des problématiques qui sont franchement les mêmes. Je vais vous parler, moi, principalement de comment nous avons mis en place le modèle financier pour pouvoir justifier l'hospitalisation à domicile. Contrairement à la France, nous avons commencé beaucoup plus tard nos réflexions sur les alternatives à l'hôpital, principalement parce que depuis peu de temps, alors que notre système hospitalier était très solide, c'est-à-dire rentable, il est devenu beaucoup plus problématique. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, ça c'est toujours la présentation de Michel. Si je peux avoir l'autre présentation, merci. Merci. Ok, voilà directement le contexte. Je vais commencer par le contexte, puis vous expliquer pourquoi l'hôpital ne va pas bien et pourquoi nous avons réfléchi à des alternatives à l'hospitalisation. Vous voyez directement sur cette diapositive qu'un lit hospitalier en Belgique coûte de plus en plus cher. Ce qui veut dire que le système hospitalier belge, tel qu'il est conçu pour l'instant, coûte beaucoup trop cher et n'est plus soutenable à moyen terme et à long terme. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a une explosion des coûts architecturaux, non seulement au niveau des prix, mais surtout tout ce que je vous ai listé au niveau de la diapositive fait que l'hôpital, pour l'instant, est en grande difficulté. Pourquoi ? Parce que, outre cette augmentation des coûts, vous avez, comme l'a dit Michel, des gros problèmes au niveau des ressources humaines, avec une réduction progressive des ressources humaines disponibles, que ce soit médicales ou paramédicales d'ailleurs. Nous avons aussi une réduction progressive des lits que nous sommes obligés de fermer par manque de personnel. Et donc tout ça est en train finalement de réduire l'offre médicale au niveau de nos hôpitaux. Nous avons aussi de plus en plus tendance à nous tourner vers ce qu'on appelle le virage ambulatoire, c'est-à-dire augmentation des interventions qui peuvent être faites en hôpital de jour, mais aussi l'avènement des nouvelles technologies comme la télémédecine, j'en parlerai vraiment très brièvement tout à l'heure à la fin de la présentation, et l'arrivée sur le marché en Belgique un peu plus tard que chez vous, des infirmières en pratique avancée qui vont pouvoir également commencer à faire toute une série de choses qu'il n'était pas possible de faire pour l'instant, y compris au domicile. Comme l'a dit Michel aussi, nous avons une considérable réduction des durées moyennes de séjour, avec ce qu'on appelle chez nous des lits justifiés, comparés aux lits agréés. Les lits agréés sont des lits physiques, les lits justifiés sont ceux qui sont vraiment utiles pour hospitaliser les patients en fonction de leur APR-DRG. Je sais que vous connaissez cela aussi au Canada. Ce sont simplement des codifications qui, de façon anonyme, qui nous permettent de savoir, sur une moyenne nationale, par pathologie, combien de temps il faut pour pouvoir occuper un lit en Belgique. Donc, le problème, c'est que vous avez un nombre de lits agréés qui restent évidemment les mêmes et un nombre de lits justifiés qui n'est pas égal au nombre de lits agréés. Donc ça coûte cher. Par conséquent, nous avons décidé, et c'est un constat terrible,
de ne garder à l'hôpital que ce qui ne concerne que l'hospitalisation. C'est-à-dire, on va sortir de l'hôpital tout ce qui n'est pas nécessaire à cette hospitalisation. L'hôpital n'est pas un hôtel, l'hôpital n'est pas une galerie commerçante, l'hôpital n'est pas tout ce que je vous ai mis. Et en ce qui concerne l'hospitalisation à domicile, l'hôpital n'est pas un centre d'hébergement. Parce que, comme vous le savez, toute une série de pathologies ne peuvent se justifier en hospitalisation que parce qu'à un moment donné, on n'a pas d'alternative, comme l'a dit Michel, et comme je vais vous le montrer, avec principalement l'antibiothérapie et les soins oncologiques, le patient occupe un lit et n'est pas rentable. Donc ça ne va pas. Chez nous, l'expérience de l'HAD a été initialisée par les autorités en 2017 et on a demandé à toute une série d'hôpitaux de se lancer dans l'expérience pour pouvoir définir ce que je vous ai appelé tout à l'heure comme étant le modèle économique. Qu'est-ce qui a été demandé aux études? C'est de se focaliser sur deux axes, l'antibiothérapie et les soins oncologiques, évaluer les molécules qu'on pouvait proposer dans l'arrêté ministériel concernant l'hospitalisation à domicile, évaluer les complications, la satisfaction et évaluer les coûts, et donc proposer un cadre complet de financement. Alors ça, je vais passer très très vite, ce sont des données qui concernent l'hôpital dans lequel je travaille. Ce qui est le plus important de voir, c'est que vous avez un accroissement progressif du nombre de patients que l'on a inclus dans les études pour pouvoir développer le modèle. La même chose pour ce qui est de l'oncologie. Les molécules qui ont été proposées, ne regardez pas, c'est à titre indicatif, c'est simplement qu'on a défini une liste de molécules qu'on pouvait sortir de l'usage hospitalier pour le mettre en usage de l'hospitalisation à domicile. Tout ça se retrouve dans l'arrêté ministériel en préparation que je vais vous montrer en primeur tout à l'heure. Nous avons évalué les complications. Pour chaque patient qui était inclus dans les études, nous devions répondre à toute une série de questionnaires concernant les complications pour savoir finalement si c'était intéressant ou pas de se lancer dans l'hospitalisation à domicile. La même chose pour la satisfaction des prestataires. La diapositive suivante, c'est la satisfaction des patients. Très important aussi. Donc tout ça, nous avons des listes, nous avons des pourcentages, nous avons des chiffres. Je n'ai pas voulu vous les mettre pour ne pas vous assommer avec ça. On a demandé aussi à tout le monde d'émettre des recommandations pour améliorer ou optimaliser l'hospitalisation à domicile. Les voilà. Le plus important, c'est des besoins de formation. Et si je prends ma casquette universitaire, il faut évidemment se lancer dans toute une série de formations. Mais c'est valable pour ce qui est de tout le travail pluriprofessionnel, puisque qui dit hospitalisation au domicile dit travail pluriprofessionnel, nous avons décidé que tout ce qui allait sortir de l'hôpital, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devait être aussi pluriprofessionnel. C'est-à-dire que si nous ouvrons des centres de proximité au niveau des zones économiques, des socio-économiques intéressantes, ce sera nécessairement du pluriprofessionnel. Or, nous nous sommes rendus compte que dans les cursus académiques actuels, et je vous demande de faire référence à votre propre cursus académique, la formation de travail en équipe n'est pas suffisamment valorisée, n'est pas suffisamment apprise. Or, si nous voulons sortir toute une série de fonctions de l'hôpital vers la proximité, que ce soit à travers l'hospitalisation à domicile, que ce soit à travers la surveillance au domicile, à travers les objets connectés, j'y viendrai rapidement tout à l'heure, ou que ce soit à l'ouverture de centres de proximité intégrés, nous devons nécessairement former nos jeunes au travail en équipe. Le cadre législatif, on l'a proposé, je vous le passe. Concernant les codes de tarification, les voilà, ça correspond à ce que Michel disait tout à l'heure. C'est vraiment un cadre qui permet de définir la place de tout le monde à travers des codes de prestations qui seront remboursés par l'assurance maladie. Et finalement, voici ce que nous avons proposé, et ce sera inscrit comme cela dans l'arrêté qui va sortir. Vous avez les prix en euros, qui seront proposés par code de tarification et par type d'hospitalisation au domicile. Je vous ai mis l'exemple pour l'antibiothérapie, c'est exactement la même chose avec un peu plus de remboursement pour l'aspect oncologique. Nous avons évidemment fait des simulations budgétaires et donc je vous ai dit que la simulation budgétaire, voici les critères sur lesquels elle a été faite, donc sur base de l'expérience de l'antibiothérapie, donc 1837 séjours, les chiffres vous les avez. Vous voyez les différences, c'est-à-dire ce que l'on gagne en rouge. Et donc vous voyez aussi bien pour l'oncologie que pour l'antibiothérapie, nous gagnons. L'État gagne, puisque vous avez moins 200 000 € d'un côté, moins 1 871 pour tout ce qui est frais d'hôpitaux.
Les 200 000 euros, c'est pour tout ce qui est honoraire. Donc, nous avons tout à y gagner en termes financiers en nous lançant de l'hospitalisation à domicile. Ici, ce ne sont que pour les 2 premières pathologies. Michel vous a dit qu'en France, ils avaient développé d'autres types de pathologies qui pouvaient être faites en hospitalisation à domicile. Il faut s'en inspirer pour aller plus loin. Enfin, je vous ai dit rapidement, nous envisageons également maintenant d'inclure toute une série d'objets connectés dans la surveillance au domicile. Ça a été fait au niveau du Covid entre le 1er janvier 2021 et fin juin 2021. Nous avons pu inclure dans l'étude un peu plus de 1000 patients. Malheureusement, et c'est pour ça que je ne vous montre aucun chiffre concernant cette étude, on ne s'est en tiré aucune conclusion scientifique puisqu'on s'est aperçu que les protocoles de prise en charge au domicile étaient tout à fait différents d'une étude à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune référence. On ne savait pas encore à l'époque comment traiter correctement cette nouvelle maladie, c'est-à-dire que les prises de paramètres étaient laissées au libre choix des hôpitaux qui se sont lancés dans la surveillance, soit pré-hospitalisation, c'est-à-dire en espérant que les patients n'allaient pas être hospitalisés, soit en post-hospitalisation, principalement après un séjour aux soins intensifs. Le Centre d'études fédéral, qui est responsable de proposer des recommandations en termes de santé, a fait comme il le fait toujours. Il a regardé les études en Belgique, regardé toutes les études internationales qui ont été faites et ont écouté les experts. C'est sur les 3 axes sur lesquels le Centre fédéral d'expertise travaille et il n'a pu trouver aucune conclusion scientifique puisqu'il n'y avait aucune étude randomisée et encore moins avec groupe témoin. Par conséquent, toutes les conclusions des études qui ont été faites en Belgique sur la surveillance au domicile au moyen d'objets connectés, je ne sais vous dire que 3 choses. A, ça fonctionne. Donc ça, en termes de faisabilité, nous pouvons utiliser les objets connectés au domicile. 2, il faut des protocoles standardisés émis par chaque spécialité pour pouvoir suivre au domicile, que ce soit dans un trajet de soins chroniques ou que ce soit ici en aigu ou en semi-aigu. Il faut vraiment un protocole que l'on doit suivre. Et 3, il faut une plateforme intégrative qui permet d'avoir accès à l'ensemble des objets connectés de façon sécurisée pour pouvoir intégrer à chaque dossier du patient les objets connectés, que ce soit pour l'hospitalisation au domicile ou pour la surveillance rapprochée au domicile, chronique ou aiguë. Ce centre d'expertise fédéral en Belgique a défini 4 axes au niveau de la télémédecine. Le télémonitoring en est un, mais je vous dis, tout ça devra encore être, et c'est l'objectif de 2024, c'est de pouvoir définir des règles d'utilisation des objets connectés dans le cadre plus large de la surveillance ou de l'hospitalisation au domicile. Voilà. Question avant de passer le micro à Erin et Lawrence. Au niveau de la préparation pharmacologique, est-ce que c'est assuré par l'hôpital? Oui. Ou, donc, même si c'est à domicile? Oui, et donc c'est toute la subtilité de ce travail à plusieurs. Le pluriprofessionnalisme, y compris dans l'hospitalisation à domicile, a mis autour de la table des pharmaciens, des infirmiers, des médecins de famille, des médecins spécialistes, des gestionnaires, pour pouvoir définir au mieux le modèle économique et aussi définir qui fait quoi dans le modèle. Parfait. Et bien sûr, les pharmaciens hospitaliers ont été associés à ça et les produits sont délivrés par l'hôpital. OK. C'est bon. Traversons l'Atlantique et sans trop de décalage horaire, je passe la parole à Erin et Lawrence. Juste attendre les petits diapos qui vont changer. Donc, on va revenir au Québec pour parler de notre expérience des derniers 16 mois d'hospitalisation à domicile ici au Québec. Donc, on vient du CIUS Centre-Ouest et pour vous mettre dans le contexte, lors de la 5e vague de la pandémie, bien, on s'est fait face, comme j'imagine plusieurs d'entre vous dans la salle, à une situation où on avait une grave pénurie de main-d'œuvre. Il y avait beaucoup de personnes admises à l'hôpital avec le COVID et il fallait essayer de maintenir l'accès à nos patients. Donc, je vais vous conter un petit anecdote. Notre PDG nous a amené un vendredi après-midi à 2 heures pour nous annoncer qu'il voulait absolument un hôpital à domicile pour le lundi suivant. Et c'était un peu intense, mais on a réussi. Le mardi suivant, on a admis un patient à l'hôpital à domicile. Bon après-midi tout le monde. On a reçu une excellente sommaire de tous les défis, tous les avantages, mais on va nous concentrer un peu sur les défis au Québec et partout au monde. Alors, on a entendu qu'il y a des technologies
qui sont développés beaucoup plus rapidement pendant la pandémie, mais il faut toujours choisir lesquels sont les meilleurs pour les patients. Alors, il y a deux façons de penser, parce qu'on a une grande gamme de technologies, incluant seulement le sphygmomanomètre, le saturomètre, le thermomètre, la balance que tout le monde est habitué à utiliser pour tous nos patients, mais aussi des capteurs beaucoup plus sophistiqués qui peut être branché sur les tables de bord et suivi 24/7. Incluant la saturation, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire aux quelques secondes. Nous avons un autre qui nous donne aussi la tension artérielle, un électrocardiogramme, une dérivation pour monitoriser le rythme, la température. Alors, il y a deux façons de procéder. Les deux modèles sont sporadiques ou en continu. Sporadique, c'est beaucoup plus, nous sommes beaucoup plus habitués, les médecins, à ce modèle. On peut faire des mesures à chaque quart de travail et les médecins sont plus habitués à ça, plus confortables. Ça évite la surcharge d'informations, ce qui est très important. C'est perçu par des médecins comme moins intrusif. Ça nous donne moins de données à traiter. Et ça suit aussi la fréquence typique de notre surveillance de signes vitaux. L'autre modèle, c'est en continu. Il y a des capteurs qui peuvent, sans effort, tous les signes vitaux sont capturés de façon passive. Les patients n'ont rien à faire. C'est tout collecté de façon automatique. Les avantages sont c'est plus facile de détecter des changements dans les tendances des données. Alors peut-être qu'on peut trouver des détériorations plus précoces et aussi on peut développer des modèles pour prédire des détériorations de patients. Il y a également un enjeu intéressant qui est en train de s'installer entre les professionnels. Fait que vous avez entendu dire, Dr. Rudsky, que les avantages pour les médecins dans un modèle sporadique, c'est qu'ils reçoivent moins d'informations. Par contre, moi, je suis infirmière de profession et mes infirmières me reviennent souvent en disant bien, on aime ça, le monitoring en continu, parce qu'on sent près du patient. Donc, quand on soigne un patient, évidemment, à l'hôpital, on a la tendance de les voir en personne, d'être en mesure de les évaluer spontanément aux besoins. Donc, il y a définitivement encore un débat important à avoir sur le sujet. Comment former les professionnels, autant les infirmières, autant les médecins, pour prendre ces données-là, comprendre comment les regarder et comment intervenir avec les patients après. On va parler également de leur retour à l'hôpital. Donc, évidemment, une hospitalisation à domicile, souvent, ça peut arriver que le patient a besoin, malgré qu'ils sont admis à domicile, ils ont besoin de retourner à l'hôpital pour bénéficier de peut-être une plage technique ou peut-être leurs conditions ont détérioré, puis ils ont besoin d'une intensification des soins. Mais c'est important de prendre en note que ce n'est pas un échec, c'est vraiment une escalade des soins. Donc, qu'est-ce qui peut contribuer à un retour de l'hôpital? Bien, évidemment, il y a un facteur de confort au niveau médical. Donc, il y a certains médecins qui se sentent plus à l'aise de soigner le patient de façon remote, puis il y en a d'autres qui trouvent ça plus stressante. Il y a un besoin d'un plage technique. Il y a également le fait que parfois, sur une unité de soins, bien, le patient va devoir nécessiter plus de surveillance ou plus de soutien. Ça arrive tout le temps. Et dans un modèle d'hôpital à domicile, ça peut également arriver. C'est juste qu'on ne peut pas forcément amener ce niveau de soins-là à domicile. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de transférer. Quelle était notre expérience? Bien, sur un échantillon de 207 cas, au CIUS Centre-Ouest, on a eu 17 retours à l'hôpital, mais seulement 2 retours que nous, on a constaté, selon nos données et nos analyses, qui étaient une vraie détérioration. Donc, 17 qui étaient complètement appropriés. Tout ça pour dire qu'un retour, ce n'est pas vraiment un échec. Parce qu'on voit toujours des patients qui détériorent à l'hôpital aussi. On prévoit un congé pour le lendemain et ça n'arrive pas parce que le patient devient plus malade. Alors, on a entendu un peu des différents modèles de soins de nos collègues des autres pays. Ici, au Québec, on est en train de revoir 3 modèles potentiels. Et vous avez entendu le ministre Carman parler tout à l'heure qui investit beaucoup dans les alternatives à l'hospitalisation. Et on ne sait pas comment le gouvernement va se positionner dans les prochaines semaines.
Donc, côté collaboration, on se voit maintenant, nous, au CIUS Centre-Ouest, intégrés avec quelques autres établissements. Donc, on a fait un projet pilote avec CIUS de l'Est de l'île de Montréal, où nous, on a pris en charge leurs patients dans notre unité virtuelle. Eux autres, ils ont continué à assurer la couverture médicale ainsi que les soins à domicile. Donc, c'est vraiment nos soins infirmiers en virtuel qui ont pris en charge. Quels sont les bénéfices? Bien, on utilise une meilleure utilisation des ressources humaines. On n'a pas chacun de notre bord besoin de créer une unité de soins virtuels avec des infirmières qui sont staffées. Évidemment, une économie d'échelle, un déploiement plus rapide. Donc, vu qu'on avait une certaine connaissance et expertise, on a pu accompagner les équipes à réaliser ce projet pilote en dans de 3 semaines. Et évidemment, on peut bénéficier de l'expérience qui est déjà en place. Il y a aussi le modèle d'unité locale et similaire à France, bien, peut-être il va y avoir des places au Québec où ça fait plus de sens, peut-être dans certaines régions qu'on va installer une unité locale. Les bénéfices pour nous, bien, c'est des approches différentes qui vont enrichir notre base de connaissances, mais il y a quand même des risques, il y a des cours d'apprentissage pour chaque établissement qui va mettre ça en place et là, on est tous dans un peu une compétition de demande de ressources. Et évidemment, une option de modèle provincial qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Si on fait des comparaisons aux autres modèles, il y a beaucoup de systèmes aux États-Unis qui ont implémenté ça. Et partout, ça prend en moyenne entre 6 mois et 12 mois à établir un système. Vu que nous avons déjà fait ça, on a réussi d'implémenter dans un autre centre avec l'accompagnement dans 3 semaines. Donc, il y a aussi des modèles médicaux, 3 différents modèles médicaux qui est toujours un enjeu. On peut avoir une unité fermée qui disent avec ça, les médecins, il y a un médecin qui est dédié pour tous les patients dans l'hôpital à domicile. Alors, c'est tout ce que le médecin fait pendant la semaine. Et on peut avoir une unité ouverte. C'est tous les spécialistes, tous les hôpitalistes qui peuvent continuer le soin des patients qui sont déjà sur leur prise en charge. Alors, c'est un continuum de leur hospitalisation. Le médecin déjà connaît tous les enjeux avec la patiente et peut les soigner pendant les 2-3 derniers jours de l'hospitalisation ou même plus longue avec les antibiothérapies ou des autres conditions médicales. Et aussi des modèles hybrides où on peut avoir une unité fermée pour la plupart des patients avec un hospitaliste, mais les chirurgiens sont hospitalisés, sont habitués à soigner leurs patients pendant les premières 7 ou 30 jours. Alors, les chirurgiens aiment continuer leurs soins aux patients. Et c'est possible qu'il y ait des différents modèles dans différents hôpitaux selon leurs ressources humaines. C'est parce qu'il y a des défis, il n'y a pas nécessairement d'hôpitalistes dans tous les hôpitaux. Alors, chaque hôpital doit choisir leur meilleur modèle. Donc, on va terminer avec le dernier diapo pour laisser le temps à Marc de poser ses questions à tout le monde sur le panel. Donc, juste pour vous partager quelques enjeux et opportunités au Québec, on n'irait pas dans les détails tout de suite, mais j'imagine que Marc va soulever quelques points. Approvisionnement et marché technologique. Donc, si on va utiliser la technologie pour soigner les patients, bien, le marché au Québec et au Canada n'est pas très diversifié en ce moment. Dossier santé numérique, on a entendu que c'est nécessaire pour bien intégrer les choses. En ce moment, c'est un enjeu également parce que nos infirmières ont besoin d'accéder à 17 systèmes différents. Donc, on est en recherche active de trouver une solution à cet enjeu-là. Il faut également préparer les futurs travailleurs de la santé pour savoir comment soigner les patients dans un mode virtuel en utilisant les données pour la prise de décision. Il faut réfléchir à comment on va standardiser les indicateurs de valeur pour bien mesurer la qualité de soins et services qui sont offerts aux patients et réfléchir à les avantages qui sont les conditions de travail plus capable de parler un vendredi après-midi, attirantes et compétitives, surtout pour des soins infirmiers qui peuvent avoir l'option de travailler de la domicile qui est nouveau dans notre profession. Et il faut aussi régler la gestion de changement. Oui, c'est un des plus grands défis parce que tous les médecins et les infirmières, mais les médecins sont beaucoup plus difficiles, comme vous savez, ils ne s'étaient jamais formés comment faire une évaluation médicale à distance.
ils ont peut-être reçu un peu sur la télémédecine pendant la pandémie, comment évaluer les patients en première ligne, mais pour les patients qui sont hospitalisés, c'est beaucoup plus difficile. Ils ne sont pas habitués à voir des patients malades. Alors, il faut élaborer tout un programme pour les accompagner et il faut travailler avec les universités et tous les collèges pour développer ce curriculum. Merci beaucoup. Une petite question rapidement. Comment avez-vous surmonté l'espèce de karma, ou la culture du hors de l'hôpital, point de salut? C'est-à-dire, hors de l'hôpital, il n'y a pas de survie, il n'y a pas de... C'est vraiment un changement de culture et c'est également un apprentissage sur le niveau de tolérance de risque. Hein? Fait que nos gens de la communauté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé notre mécanisme de centre de commandement, qui est essentiellement un mécanisme de coordination entre nos équipes transversales et interdisciplinaires pour s'assurer d'une bonne communication et fluidité. Donc, les infirmières de soins à domicile ont pu apprendre à nos gens à l'hôpital, bien, voici les services qu'on offre, voici pourquoi que c'est sécuritaire. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'éducation de c'est quoi les soins virtuels, qu'est-ce qu'ils font les infirmières en virtuel et comment ils soutiennent les équipes. Et beaucoup de communication, je dirais, ça c'est l'aspect le plus important avec nos collègues à l'hôpital. Mais une leçon qu'ils font toujours essayer de communiquer, c'est selon les données, les mesures de qualité que Aaron et son équipe... si on pense toujours aux patients, la satisfaction des patients est 100%. 100% des patients pensent qu'ils récupèrent beaucoup plus rapidement à la maison. Ils ne sont pas encadrés dans une petite chambre. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils sont entourés par leur famille. Alors, il faut toujours transmettre ce message. Et c'est un avantage que les patients ne reçoivent pas dans l'hôpital. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais passer le micro à Evelyne qui va nous parler d'un secteur très différent. On quitte un peu les soins aigus et on s'en va en réadaptation. Donc, on s'en va en réadaptation, donc on va totalement changer. On n'est pas à l'hôpital, donc c'est le versant réadaptation à domicile. Donc, nous, au CIUS de l'Est, on a fait le pari de se dire, bien, après la pandémie, même pendant la pandémie, comment répondre aux besoins en réadaptation alors qu'on était dans un contexte où on devait fermer des lits pour respecter les recommandations PCI. On était aussi dans un contexte où les usagers étaient hospitalisés longtemps, beaucoup de déconditionnement. Donc, on a plus d'usagers qui sont à l'hôpital, donc qui occupent des lits, tout ce qui s'appelle NSA. Je pense que c'est vraiment un langage que tout le monde connaît. On a beaucoup d'usagers qui sont à l'hôpital, on a moins de lits pour les accueillir, sont en attente pour transférer. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? À quoi pouvons-nous réfléchir? Donc, on a pensé à faire ce qu'on appelle le congé précoce assisté. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est que les usagers qui ont le profil pour aller en réadaptation, on s'est dit, ces usagers-là, on va regarder lesquels on pourrait voir à la maison de façon intensive. Donc, c'est sûr que ça a été un travail de réflexion pour regarder quel profil d'usagers on pourrait voir à domicile. Naturellement, on n'a pas de médecin qui allait à domicile, on n'est pas dans l'hôpital à domicile, donc on a vraiment des équipes de réadaptation qui y allaient. Donc, il fallait que l'usager soit stable, il fallait que l'usager n'ait pas besoin du plateau technique de l'hôpital et qu'il soit capable d'être à la maison pour être dans un principe d'auto-soin. Il fallait qu'il soit capable de participer à sa réadaptation et potentiellement aussi avoir un environnement physique et humain qui lui permette de recevoir sa réadaptation à domicile. Donc, on s'est formé une équipe, c'est une équipe avec des physiothérapeutes, des technologues en physiothérapie. On a aussi un poste en ergothérapie qui n'est pas comblé jusqu'ici dans notre exercice. Et on a aussi des infirmières qui peuvent être disponibles via le soutien à domicile aux besoins pour aller soutenir nos usagers à la maison. Donc, c'est sûr que sur notre équipe, il fallait être assez dynamique aussi pour pouvoir convaincre ces usagers-là d'y aller, convaincre aussi nos collègues en centre hospitalier qu'on pouvait livrer la marchandise, qu'on pouvait livrer ces services-là. Et il fallait que l'usager soit prêt aussi à participer dans une réadaptation intensive à la maison. Donc, jusqu'ici, on est très contents parce qu'on a commencé notre programme au mois de juin. Donc, ça fait 10 mois. On est encore en train d'évaluer, de mesurer.
mais on est très content parce que dans les indicateurs qu'on avait, c'était de voir est-ce qu'on peut vraiment fournir les services de réadaptation nécessaires à domicile. Et à ça, on dit oui. On a été capable de respecter aussi notre durée moyenne d'intervention parce que quand les gens venaient dans nos lits, bien, ces gens-là pouvaient rester 4, 5, 6 semaines dans certains cas. Et là, on voit qu'on est capable de réadapter l'usager à l'intérieur de 4 à 5 semaines. Parce que le pari qu'on fait aussi, comme disaient nos collègues, c'est que quand ils sont à la maison, bien, ils mangent leur nourriture, sont couchés dans leur lit, sont avec leur environnement. On voit que la récupération est beaucoup plus facile. Et aussi, nous, ce qu'on recommande comme réadaptation, mais c'est réel, c'est dans leur environnement. Donc, si on fait des adaptations, ce sont des adaptations qui font du sens pour l'usager. Et en plus, les journées qu'on n'est pas là, bien, ils se lèvent. Il faut qu'il aille à la salle de bain, il faut qu'il se réchauffe quelque chose, il faut qu'il soit capable de manger. Donc, avec notre équipe, puis j'ai oublié de dire aussi qu'on s'est associé avec un kinésiologue au sein de notre équipe aussi pour pouvoir vraiment avoir un continuum de réadaptation qui soit intéressant et stimulant pour l'usager et faire une utilisation optimale aussi de toutes ces connaissances-là. Donc, on se rend compte qu'on est capable de fournir des services de réadaptation à domicile. Il y a des usagers qui répondent à ça. Jusqu'ici, on a vu 140 usagers. On a été capable de respecter notre durée moyenne d'intervention qui est à 4-5 semaines en ce moment. Initialement, c'était pour désengorger les lits de nos hôpitaux, mais très rapidement, on a commencé à accepter les usagers qui résident sur le territoire de l'Est, notre territoire, mais qui arrivaient des autres centres hospitaliers. Mais on a aussi commencé à regarder pour nos unités à l'interne, il y a des usagers qui commencent leur réadaptation, ça se passe bien, et on se dit, bien, on pourrait peut-être finir leur cycle de réadaptation à domicile. Donc ça nous permet d'assurer une meilleure fluidité de nos lits de réadaptation aussi. Donc on a pris des usagers qui étaient à l'interne, on a pu aller terminer leur réadaptation à la maison. Et ça, bien, pour nous, c'est gagnant à l'interne, mais pour l'usager aussi, c'est qu'il va plus rapidement récupérer et être dans ses activités antérieures. Donc on sent quand même une belle satisfaction des familles, une belle satisfaction des usagers, mais on aimerait aussi pouvoir mesurer ça davantage. On essaie aussi de s'associer à un patient partenaire qui va venir nous questionner peut-être dans ce qu'on fait. Nous, on trouve qu'on est bon, parce que ce sont les critères qu'on s'est établis, on les mesure, on trouve que ça va bien, mais peut-être qu'un usager nous dirait, bien, avez-vous pensé à ça, avez-vous pensé à ça? Donc, on est dans ce processus vraiment de s'adjoindre un usager partenaire et un patient partenaire. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est peut-être aller s'inscrire dans un volet où on peut être testé par la recherche aussi, parce qu'on veut continuer ça, parce qu'on voit que ça donne vraiment les résultats escomptés. Et je pense que c'est l'avenir pour nous en ce moment que de se dire, bien, les usagers qui peuvent le recevoir, leur service, on va aller à la maison, on va leur donner leur service avec des équipes qui sont dynamiques, on les ramène déjà dans un mode de fonctionnement antérieur. Et pour nos équipes, c'est hyper stimulant. On voit que c'est un projet qui est mobilisant pour nos intervenants, cette équipe dédiée qui font un travail extraordinaire et qui s'implique aussi avec nous dans cette folie. Donc, on a encore beaucoup de choses qu'on aimerait mettre en place, tout ce qui est télé-réadaptation. On est en train de regarder comment on va pouvoir ajouter ça à ce volet-là également. Donc, comme vous voyez, je suis pas mal excitée de mon projet. Je suis très contente des résultats. J'ai une équipe hyper dynamique, puis on veut pouvoir construire puis continuer dans le même sens. Parfait. Merci beaucoup. J'aurais une petite question pour toi également. Bien sûr. Est-ce que ça a changé au niveau de la pression sur les équipes de réadaptation maintenant qui doivent aller à domicile? Est-ce que au niveau de l'emploi du temps, des listes d'attente réadaptation, quel a été l'effet et comment on assure le maintien du niveau de service avec ces changements-là? En fait, ce qui est bien, c'est que nous, c'est une équipe qui est vraiment dédiée. Donc, lorsqu'on a mis en place le projet, on n'est pas allé puiser à même nos ressources. On a ajouté des ressources et on a été très privilégié d'avoir le financement. Et on a été aussi très, très privilégié de pouvoir recruter des kin, des physios, des TRP qui ont voulu travailler sur ce projet. Oui, on voit une belle différence parce que là, au niveau de notre unité de réadaptation fonctionnelle intensive, on a 30 lits. Et là, en tout temps, on est capable de voir entre 30 à 40 usagers avec notre programme. Donc, c'est comme si on venait doubler, dans le fond, notre capacité. Par contre, dans nos enjeux, on est en manque de couverture médicale. Ça, je pense qu'on est plusieurs là à Montréal à avoir ça.
Donc, ça fait qu'on a dû quand même fermer certains lits dans nos autres unités de lits post-aigus. Donc, on arrive kiff-kiff, mais on voit quand même qu'on a été capable de doubler le nombre d'usagers qu'on peut voir. Donc, ça a quand même une incidence assez intéressante sur nos NSA. Excellent, merci beaucoup. Alors, 4 merveilleuses expériences très, très enrichissantes. Il nous reste une dizaine de minutes. J'ouvrirai les micros dans la salle et je vous inviterai à vous approcher du micro si vous avez des questions et de vous identifier, s'il vous plaît, car nous n'avons aucune idée de qui vient au micro. Je reconnais la première personne au micro à ma droite. Cependant, alors, Dr. Murray, allez-y. Oui, bonjour, Ariane Murray, je suis chef du DRMJ de Montréal. Sujet qui m'interpelle particulièrement parce que ça touche 3 de mes nombreuses lubies, soit les soins à domicile, l'optimisation des ressources et la destruction, s'il vous plaît, des silos en santé. Les initiatives qu'on a entendues ici sont toutes super intéressantes. J'essaie de voir, tu sais, pour la pérennisation, puis justement essayer de travailler à pas dédoubler, parce que, tu sais, on a les soins à domicile, il y a la réadaptation à domicile, l'hôpital à domicile. L'hôpital à domicile, a priori, il faut avoir mis le pied à l'hôpital pour y avoir accès, alors que dans les faits, on essaye même d'éviter l'hôpital, puis que les patients aient accès à l'hospitalisation à domicile avant même de se rendre à l'urgence. Comment on voit ça, l'intégration justement avec les équipes de soins à domicile? Trop peu nombreuses, je suis d'accord pour ma collègue de l'Est, mais notamment dans le Centre-Sud, on a la grande chance d'avoir des équipes de soins intensifs à domicile. Moi, je vois que si vous cherchez des partenariats, je pense qu'eux autres, il y a les docteurs là-bas qui seraient très, très prêts à faire les suivis et tout ça. Comment on voit l'intégration pour pas que ce soit des nouveaux silos, hôpital à domicile, soins à domicile, nursing, soins à domicile médical, puis que tout le monde travaille ensemble? Excellente question. Et d'abord, si je peux me permettre une petite réponse locale, je suis complètement d'accord avec vous, il ne faut pas recréer des silos. L'unité de soins virtuels qu'on a bâtie au CIUS Centre-Ouest s'intègre très étroitement avec le soutien à domicile, mais l'offre de l'unité virtuelle est différente que du CIAD. Donc, l'unité virtuelle, ça se veut une continuation de l'hospitalisation pour des patients qui sont admis spécifiquement à médecine interne ou pour des cas chirurgicaux. Donc, c'est des cas qui ne sont pas forcément suivis par soutien à domicile. C'est des gens qui ont besoin de soins ponctuels et que vraiment, on va essayer d'éviter une hospitalisation ou réduire le temps à l'hôpital. Dans la vision qu'on voudrait avoir plus long terme, ça serait d'intégrer des trajectoires pré-hospitaliers, donc évidemment éviter complètement un visite à l'hôpital et d'étendre pour que ça soit vraiment une coordination entre tous les services. Et par ça, je veux dire dans la trajectoire du patient, parce que les services chez nous sont très bien coordonnés. Et peut-être une chiffre pour mettre un valeur à ce qu'on essaie d'expliquer. Dans les patients qui ont pu bénéficier de l'hôpital à domicile, seulement 33 ont nécessité une visite des infirmières de soins à domicile. Donc, on voit qu'il y a quand même un important nombre de soins qui peut se faire en virtuel. Si je peux ajouter, pour notre CIUS, on a décidé de le bâtir par une direction qui est complètement transversale. C'est la direction de qualité et transformation éthique, toutes les autres lettres que je ne me souviens pas. Et comme ça, ils ont déjà construit notre centre de commandement qui est transversal, qui inclut des composants de toute du communauté, de SAP hébergement, tout ensemble. On a décidé de le construire particulièrement pour éliminer les silos. J'irai effectivement dans le même sens. Je crois que votre question est très importante. Il faut développer l'hospitalisation à domicile, effectivement, pas uniquement pour réduire les durées de séjour, mais pour éviter des hospitalisations inutiles. Et pour ce faire, il faut intégrer tous les acteurs qui interviennent déjà au domicile. Alors en France, l'hospitalisation à domicile, elle est prescrite soit par le médecin hospitalier, mais elle est prescrite aussi par le médecin de ville, le médecin traitant ou le médecin qui travaille dans un établissement pour personnes âgées, par exemple. Et donc, ces médecins traitants sont impliqués dans l'hospitalisation à domicile. C'est eux qui réévaluent les ordonnances, notamment. Donc, ils sont vraiment acteurs de l'hospitalisation à domicile. De la même manière, les infirmières libérales
qui interviennent effectivement au domicile des patients pour des soins moins complexes que l'hospitalisation à domicile, on essaie de les intégrer dans le système. C'est-à-dire qu'on a des systèmes mixtes où on a à la fois des infirmières salariées, des kinésithérapeutes salariés qui vont intervenir en hospitalisation à domicile, mais également on fait appel à peu près, nous, pour le tiers de notre activité, à des infirmières libérales, à des kinésithérapeutes libéraux avec lesquels on passe des contrats, et ce qui permet une continuité des soins pour les patients, puisque c'est généralement la même infirmière qu'ils ont l'habitude de voir, à laquelle ils font appel pour des pansements, par exemple, à l'issue d'interventions chirurgicales, qui vont intervenir en hospitalisation à domicile. Ce qui permet d'éviter effectivement ce que vous dites, ce silo, et que l'hospitalisation à domicile soit vraiment un lien entre le monde de la ville et le monde de l'hôpital, entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Oui, Benoît? Je trouve aussi que votre question est passionnante, parce que les silos, on les connaît tous, et on est tous convaincus qu'il faut casser ces silos. Ce n'est plus possible d'avoir une vision unilatérale, on en parlait encore, avec finalement beaucoup de corporatisme. Et le corporatisme, à la fin, va tuer nos idées. Et ce que je pense aussi, c'est que si nous partons d'un modèle transversal, c'est ce que je vous ai montré dans la définition du modèle, on a mis tout le monde autour de la table. Et j'ai mis évidemment un poste pour l'infirmière, mais l'infirmière, c'est une infirmière qui fait partie d'une centrale de service à domicile, qui peut être l'infirmière habituelle du patient et qui en plus participe alors au projet ou plus qu'au projet à l'hospitalisation au domicile. Et alors ça, c'est de l'hospitalisation à domicile. Comme vous l'avez dit, le patient va passer 48 heures à 72 heures à l'hôpital avant qu'il ne soit transféré dans la structure de l'hospital. C'est une structure, c'est un concept de l'hospitalisation au domicile. Mais alors, il y a tous ceux qu'on voudrait bien mettre sous surveillance pour éviter qu'ils n'entrent alors en hospitalisation. On aurait espéré avoir des données sur l'expérience Covid, qu'on n'a pas pu avoir puisque nous avions 3 endpoints. C'était est-ce que le patient mis en surveillance avant une hospitalisation va finalement se retrouver aux urgences, oui ou non, ou est-ce que le patient va devoir être hospitalisé, et troisièmement, sur la mortalité. Mais on n'a pas pu tirer le moindre chiffre scientifique, parce que comme je vous ai dit, les études étaient tellement disparates et les protocoles tellement divers que ce n'était pas possible de tirer encore pour l'instant une conclusion sur la surveillance via objet connecté. Mais c'est notre objectif. Merci. Il reste 2 minutes. Je passerai au micro Bonjour. à droite de la salle. Bonjour, je m'appelle Marika Dagano, je suis chef de programme au GMFU de Côte-des-Neiges, donc aussi au centre-ouest de Montréal. J'ai 2 petites questions. Je suis une infirmière de profession aussi, donc merci pour la présentation de vous tous. Je me demandais par rapport au projet aussi centre-ouest, quel type de patients vous avez admis à domicile, vraiment plus clinique. Et je suis contente de la conversation qu'on vient juste d'avoir par rapport à ça, parce que je me demandais, une infirmière à l'hôpital, une infirmière dans la communauté comme moi, dans les 10 dernières années, je pense vraiment qu'il faut, entre la direction de la première ligne et au niveau de l'hôpital, qui est vraiment un arrimage sur, si on veut une infirmière, parce qu'à un moment donné, il va falloir envoyer un intervenant à domicile, parce que je ne pense pas qu'il va toujours être possible de dire, OK, vous restez là, tout va bien. Il y a toujours un petit peu de complications dans cette surveillance en continu. Je m'interroge sur quel genre de formation, quel type d'infirmière on va envoyer là-bas pour que ça soit le meilleur service. Puis je pense vraiment que cet alliage-là des services qu'on donne infirmiers en première ligne versus hospitalier, bien, je pense que c'est notre défi pour les prochaines années. Alors, je vais répondre brièvement aux premières parties de questions. Ça a commencé avec des patients avec du COVID, oxygénothérapie, stéroïdes, tout ça. Et puis, après, ça s'est évalué. Surtout, le plus grand nombre de patients sont des patients avec des défenses cardiaques, de cœur droit ou de cœur gauche, mais aussi pneumonie, MPOC. On a aussi des cas chirurgicaux, d'appendicite en attendant chirurgie, diverticulite, colodocoliotis en attendant un ERCP. Mais c'est un peu différent pour les patients atteints des infections. C'est pas parce que nous avons un programme de OPAT qui est bien élaboré déjà. Alors, c'est des patients qui nécessitent
plus qu'un appel ou une visite par semaine à des patients qui ont besoin de suivis chaque jour ou plusieurs fois par jour. Alors, ça serait toute une grande gamme de conditions. On a à peu près 7 conditions, aussi des cas généraux aussi. Écoutez, il nous reste 2 secondes. Alors, on m'a demandé de clore pour, évidemment, laisser place à la dernière ou l'avant-dernière activité, qui est l'idéathon. Je vous remercie tous de vous être déplacés cet après-midi pour votre période digestive, qui, j'espère, a été très apprenante. Alors, je vous remercie et bonne fin de congrès. Merci.